Source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Notre histoire se déroule dans la petite ville de Carleton Place, en Ontario, le long de la rivière Mississippi, qui coule au cœur de cette banlieue d'Ottawa, la capitale canadienne. Avec moins de 5000 habitants, Carleton Place est une de ces villes où tout le monde se connaît et où personne ne soupçonnerait qu'un meurtrier puisse vivre parmi eux. À 21h03, le 10 novembre 1994, l'agent Jim Birch de la police municipale de Carleton Place est dépêché sur les lieux d'un accident de la route. Une camionnette s'est renversée près d'un petit pont à 2 pas du poste de police. Lorsque je suis arrivé sur les lieux, il y avait une voiture tout près du pont. J'ai reconnu Gary Samuels. Il était assis dans la voiture, il était courbé et il avait un manteau sur les épaules. Il y avait aussi une jeune femme au volant. Lorsque j'ai demandé à Gary ce qui était arrivé, il m'a dit « Barb est encore dans le camion ». Barbara Lantier est l'épouse de Gary Samuels. Un passant se trouve déjà sur la camionnette renversée dans la rivière, tentant de porter secours. J'ai reconnu Glenn Pierce, qui était debout sur le châssis du camion, une lampe de poche à la main. Je suis descendu au bord de l'eau. M. Pierce avait réussi à ouvrir la portière et je lui ai demandé d'éclairer l'intérieur de l'habitacle. Je pouvais voir le corps de Barb flottant, visage dans l'eau. Je me suis rendu à la portière du conducteur, puis j'ai allongé le bras du côté du passager, là où elle était. Je l'ai tirée hors du camion par la porte du conducteur, puis je l'ai amenée vers la rive. Barbara Lantier est inconsciente. Les 2 policiers savent qu'ils doivent agir vite. Il ne s'est écoulé que 2 minutes, 2 ou 3 minutes au plus, pour la ramener à la rive, où nous avons tenté de la réanimer en attendant l'arrivée des services d'urgence. Puis on l'a emportée. Le tout n'a pas pris plus que 10 minutes. Gary Samuels, l'époux de la victime, est à son tour transporté à l'hôpital dans un autre véhicule. Après son séjour forcé dans l'eau glacée, Birch tremble de froid. Dave McDonald est l'enquêteur chargé du dossier. À mon avis, 3 ou 4 minutes à partir du moment où il est entré dans l'eau, l'a tiré du camion et a grimpé les 3 mètres de l'escarpement. Il m'a dit qu'il était épuisé, qu'il s'est écrasé au sol parce que ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Il ne les sentait plus, elles étaient complètement engourdies par le froid. Il s'est effondré. L'agent Birch reconnaît tout de suite les symptômes de l'hypothermie dont il risque d'être victime. Il sait qu'il a peu de temps pour en contrecarrer les effets. J'ai pris la voiture et je suis rentré chez moi. J'ai enlevé mes vêtements mouillés et fait couler un bain chaud pour me réchauffer car je tremblais de froid. À l'hôpital, on tente désespérément de ressusciter Barbara Lantier. Dans le monde médical, on dit que tu n'es pas mort tant que ton corps n'est pas chaud et mort. C'est pourquoi on tente les pratiques de réanimation sur les personnes ayant été exposées au froid, neige ou eau glacée, même en l'absence des signes vitaux, jusqu'à ce que la température du corps s'élève. On a donc tenté de réanimer Barbara pendant un bon bout de temps. Jim Birch arrive à l'hôpital au moment où on constate la fin tragique de l'accident. J'ai rencontré le Dr. White, le médecin de garde. Il m'a dit avoir déclaré Barbara Lantier morte et que Gary Samuels était dans une salle de l'autre côté du corridor. Je lui ai demandé la permission de lui parler. Birch fait partie du cercle d'amis de Gary Samuels et de sa conjointe, Barbara Lantier.
Dans les soirées où j'avais rencontré Samuels, il était toujours jovial, mais là, dans les circonstances, il était normal qu'il soit d'humeur sombre. Le Dr. White venait juste de lui annoncer que son épouse était décédée, mais il avait tous ses esprits. Je lui ai offert mes condoléances. Il a commencé à m'expliquer ce qu'il avait fait avant l'accident. J'ai écrit toute l'histoire, mot pour mot, là, en présence de Gary. Gary Samuels explique aux policiers qu'il a rejoint sa conjointe vers 19h20 ce soir-là, alors qu'elle fermait son petit commerce. Barbara était coiffeuse. Elle travaillait dans un salon appelé The Clip Joint sur la rue Bridge, au coin des rues Bridge et Main, en plein cœur du petit centre-ville de Carlton Place. Ils avaient rendez-vous avec un couple à Carlton Place, puis ils devaient aller souper ensemble. Il a dit qu'ils ont descendu la rue Mill, passé par le tunnel du pont ferroviaire, puis sont allés vers les ponts de la rivière Mississippi. Il y avait un camion où c'était peut-être une voiture qui amorçait un grand virage, les phares éteints. Alors il a dévié vers la gauche. Il a dit que Barb a crié quand ils ont dérapé. Ils ont franchi une courte bande gazonnée jusqu'à l'escarpement, puis le camion est tombé dans l'eau. Il s'est rempli d'eau, le temps de le dire. Il a réalisé qu'il avait la tête en bas et a réussi à se libérer de la ceinture de sécurité. Il a réussi à déterminer ce qui était le haut et à trouver une poche d'air dans le camion. Il dit avoir été là pendant longtemps. À un moment donné, il s'est aperçu que la fenêtre du côté conducteur était partiellement ouverte. Alors il l'a ouverte complètement et a essayé d'amener Barb avec lui. Mais elle est restée accrochée à quelque chose et il a décidé qu'il n'y avait pas de raison qu'ils meurent tous les deux et il s'est échappé. Il s'est traîné jusqu'en haut de l'escarpement et une voiture est passée, mais la suivante s'est arrêtée. Nous sommes arrivés peu après. Puis là, sans crier gare, il ajoute « Barb et moi, on ne s'est plus disputés depuis très longtemps. » Puis il dit « Elle a dû avoir très peur car elle ne nage pas. Elle nage une fois par année. Et on ne s'est pas disputé depuis des années. » Jim n'insinuait rien à propos des disputes, mais il semblait croire que c'était important d'insister sur ce point. Il m'a dit être passé chercher Barb vers 19h20 et l'appel a été reçu à 21h03. Il aurait donc été dans l'eau approximativement pendant 90 minutes. L'agent Birch constate et note l'état de Samuels après sa longue immersion dans l'eau glacée. À un moment donné, il a demandé à l'infirmière de lui couvrir les pieds. Mais j'ai remarqué qu'il n'avait pas tiré de drap sur ses épaules, qu'il ne semblait pas avoir froid et ne tremblait pas. Avant de quitter l'hôpital, Jim Birch prend des renseignements supplémentaires sur Samuels auprès du personnel. Il s'est plaint d'un mal à la tête et une des infirmières m'a dit « Au moment où il disait avoir mal à la tête, nous avons emballé ses vêtements. » Et effectivement, il s'en dégageait une forte odeur d'essence. J'ai demandé au personnel qui s'était occupé de Barb Lantier si ses vêtements sentaient l'essence et ils ont dit que non. C'était intéressant parce que, selon Gary Samuels, les deux avaient été exposés aux mêmes événements dans l'eau pour essentiellement la même période de temps. Quand l'agent Birch quitte l'hôpital, il décide de retourner sur la scène de l'accident afin d'amasser des éléments de preuve. Avec un thermomètre qu'il était venu chercher au poste, il s'est rendu à la rivière prendre la température de l'eau. Nous avions aussi la température de l'air ce soir-là. Il faisait 2 degrés Celsius et la température de l'eau était à 4 degrés Celsius. Bravo pour Jim Birch, c'est quelque chose auquel je n'aurais pas pensé. Le lendemain matin, l'agent McDonald, qui n'a pas participé aux événements de la veille, se rend sur les lieux de l'accident. Ce qu'il constate le laisse perplexe.
Ce que j'ai entendu de plus dérangeant des propos de Gary Samuels, c'est lorsqu'il décrit le dérapage du camion sur l'asphalte, puis sur le gazon. La première chose qui vient à l'esprit, c'est pourquoi ne pas avoir freiné? Je savais qu'il ne pouvait aller vite. On ne peut pas aller vite à cet endroit. Puis, je me fais la réflexion, ouais, il y a vraiment beaucoup de questions à poser. Deux rues convergent vers le petit pont à une voie où est survenu l'accident. Il s'agit de la rue Princess et de la rue Mill. Il y a deux ponts. Le premier t'amène à une île et l'autre t'en fait sortir et on accède au premier pont par deux rues, Mill et Princess. À l'approche des ponts, il faut s'engager dans un angle sous un vieux viaduc en pierre. Il n'y a qu'une voie, donc les conducteurs locaux savent que A, il faut ralentir, il faut klaxonner et actionner les clignotants au viaduc. Il ne faut pas rouler à plus de 5 ou 10 km/h ou alors vos miroirs vont disparaître. Une fois de l'autre côté, il faut regarder du côté de la rue Princess parce qu'il pourrait y avoir une voiture arrivant à la même vitesse, approchant ce pont à une voie. C'est donc un lieu où on circule à très basse vitesse. Et ce n'est pas le genre d'endroit où on s'attendrait à ce qu'un véhicule fasse une embardée et tombe à l'eau. Parmi les policiers présents, Dave McDonald est le seul à poser des questions sur les circonstances de l'accident. J'avais mal compris la situation avant de parler à Jim Birch. J'avais cru comprendre qu'il y avait eu une collision, qu'on l'avait frappé et qu'il s'était retrouvé dans la rivière. Puis j'apprends qu'il n'y a pas eu de collision, alors il devrait y avoir des traces de freinage. S'il n'y en a pas, si pour une raison ou l'autre, vous ne freinez pas, mais changez soudainement de direction, on va en retrouver les traces sur la route. Alors que vous conduisez, si vous tournez brusquement le volant d'un côté ou de l'autre, les roues tournent aussi de la même façon et laissent des marques sur le pavé. Il y a donc certainement des marques à cet endroit. Malheureusement, le véhicule de Gary Samuels a déjà été remorqué avant d'avoir fait l'objet d'une expertise sur place. Nous n'avions aucune raison de croire à un délit le soir de l'événement et nous n'avons pas sécurisé l'endroit. Mais dès que nous avons commencé à avoir des soupçons et qu'ils se sont amplifiés, nous avons procédé immédiatement. L'agent McDonald, fort de son expertise d'ancien mécanicien, continue de chercher les indices qui, d'après lui, manquent à la scène d'un tel accident. On voyait clairement où le véhicule avait amorcé sa chute. On pouvait voir où il avait traversé le gazon et où il s'était renversé. Mais tout ce qu'on voyait, c'était deux traces. Quand vous tournez vos roues avant à gauche en passant d'une surface à une autre, on voit de nouveau deux traces, là où le véhicule a tourné, et deux autres traces, des roues arrière, cette fois parce qu'elles ne suivent pas exactement les roues avant. Elles sont légèrement vers l'intérieur d'abord. Dans la courbe, il devrait y avoir 4 traces et non pas 2. Compte tenu de la topographie des lieux et de la description qu'il a fournie, les choses ne peuvent pas s'être passées de la façon dont il le dit. L'agent McDonald rencontre son collègue Birch et lui fait part de ses doutes. Franchement, au début, je mettais beaucoup de gens mal à l'aise avec toutes mes questions. Ils étaient encore sous le coup de la tragédie du décès de Barb, et j'étais là, moi, tournant le fer dans la plaie en posant toutes ces questions. C'est alors qu'ils reçoivent une information assez surprenante de la maison funéraire où repose la dépouille de Barbara Lantier. Gary Samuels a dit que Barb souhaitait être incinérée et il voulait que l'incinération ait lieu le jour même. J'avais des doutes par rapport à un certain nombre de choses, mais qu'il veuille que l'incinération se fasse presto sans attendre l'arrivée de ses enfants, ça a eu l'effet d'un signal d'alarme. Se pourrait-il que la mort de Barbara Lantier ne soit pas le résultat d'un accident de la route? Les doutes de l'agent McDonald sont-ils fondés? Dave McDonald réussira-t-il à convaincre le coroner qu'une autopsie sur le corps de Madame Lantier est essentielle? Le 10 novembre 1994, une camionnette est trouvée renversée dans la rivière Mississippi, qui coule au cœur de la ville de Carleton Place, en Ontario. La passagère, Barbara Lantier, est déclarée morte. Le conducteur, son conjoint Gary Samuels, a eu plus de chance. Dès le lendemain,
le policier Dave McDonald commence à avoir des doutes quant à la version des faits de Samuels. Le jour même, les policiers apprennent que Samuels veut procéder immédiatement à l'incinération de sa conjointe. McDonald communique avec le coroner pour empêcher l'incinération. La façon dont il a décrit les événements me laisse songeur. Je suis troublé par le fait qu'on ne trouve pas sur les lieux ce qui, selon moi, devrait s'y trouver. Et l'urgence d'incinérer le corps avant qu'on ait pu répondre à ces questions me laisse perplexe. Je ne suis pas assez familiarisé avec notre système pour suggérer l'arrestation d'une personne. Nous sommes encore loin de là. Mais, comme coroner, vous pouvez me donner un mandat pour faire pratiquer une autopsie sur ce corps. Le coroner accepte les arguments de Dave McDonald et ordonne l'autopsie. Il appartient aux agents Birch et McDonald d'informer Gary Samuels de la décision. L'agent McDonald a aussi appris qu'à l'arrivée du corps de Barbara Lantier, le directeur du salon funéraire avait fait une découverte lors de l'examen post-mortem habituel. Dean Adaman était le directeur de funérailles à l'époque. C'est lui qui s'occupe des blessures sur les corps. Regarde là, m'a-t-il dit, on dirait qu'elle a été dans une bagarre dans un bar. Dave McDonald essaie de comprendre comment ces blessures auraient pu se produire dans le cas d'un accident de voiture. Elle avait le nez cassé. Elle avait des blessures sur le dessus de la tête. Son visage portait des marques profondes. Et elle en avait aussi sous la mâchoire. Et je me disais, s'il n'y a eu qu'un seul choc, et on sait que le camion allait lentement lorsqu'il est tombé de l'escarpement, on serait porté à croire que sa réaction instinctive aurait été de porter ses mains à son visage, ou enfin d'essayer de le protéger. Fait intéressant, il n'avait aucune blessure au poignet, aux mains, aux coudes, aux épaules. Aucune blessure dénotant un impact de quelque sorte. Elle n'a rien fait pour se protéger le visage, ou du pare-brise, ou du tableau de bord. En supposant même de façon extraordinaire que l'avant et le haut de votre visage frappent violemment deux objets différents en même temps, comment expliquer la blessure sous la mâchoire? À mon avis, plus d'une chose est arrivée pour aboutir à la quantité de blessures qu'elle a subies. Comment expliquer tout ça avec un seul choc? Un employé du salon funéraire nous amène dans une petite salle. Samuels est là et nous le voyons de dos. Il se retourne, il salue Jim, puis il me regarde. Il avait 3 marques sur le visage, allant des pommettes à la mâchoire. Et je me souviens de ma stupéfaction. On aurait dit que quelqu'un lui avait tailladé le visage. Je n'oublierai jamais cette rencontre. Samuels ne bronche pas lorsque les policiers lui annoncent qu'on a ordonné une autopsie. À la sortie du salon funéraire, j'ai regardé Jim et lui ai dit « Mon Dieu, as-tu vu son visage? Quelle autre explication y a-t-il pour ça? » Les nombreuses questions sans réponse de l'agent McDonald ont convaincu ses supérieurs. Il a 2 semaines pour démontrer qu'il y a crime derrière cet accident de la route et qu'on doit procéder à une enquête criminelle. Dave McDonald s'entretient d'abord avec les témoins qui ont porté secours à Samuels sur les lieux de l'accident présumé. Lorsqu'ils se sont arrêtés pour lui parler, il a d'abord décrit les événements qui ont causé sa chute de l'escarpement. Voici ce qu'il a dit. On roulait lentement. J'étais avec Barb et une voiture, tout feu éteint, m'est foncée dessus de la droite et j'ai dû bifurquer. Je suis tombé de l'escarpement et me suis retrouvé dans l'eau. Et Barb est dans le camion. Vous devez la tirer de là. Lorsque j'ai entendu les témoins me raconter ça, et les deux étaient clairs sur ce point, cela m'a intrigué. Parce que, mon Dieu, on croirait que la première chose qu'il aurait dite aurait été « Sortez ma femme de là » et non « Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé ». J'ai trouvé ça très étrange. La façon dont Samuels serait sorti de son véhicule renversé pose aussi problème à l'agent McDonald. Compte tenu du temps qu'il a passé dans le camion, s'il pouvait toucher la portière, il pouvait trouver la poignée, surtout après avoir réussi à s'orienter.
à savoir où il est et ce qui se passe. Et si en actionnant la poignée de la portière, elle s'ouvre, et c'est ce qui s'est passé quand Glenn Pierce a voulu l'ouvrir, cela aurait certainement été plus facile. Imaginez sortir du camion par la fenêtre en nageant dans le noir. Il faut prendre une grande respiration, aller sous l'eau où on n'y voit rien, et n'oubliez pas le courant rapide dès que vous sortez la tête par la fenêtre. Parce que le camion est à l'envers, vous devez vous immobiliser tout en bas afin de vous faufiler par cette fenêtre et alors vous mettre en position debout. Seulement d'y penser, ça fait peur, sans compter l'effort physique que cela implique, alors qu'il suffit d'actionner la poignée de la portière. L'autopsie de la victime est pratiquée à l'hôpital général d'Ottawa. Nous sommes le 12 novembre 1994, 2 jours après son décès. Le médecin légiste a tenu compte des circonstances. Il est trouvé dans un camion renversé, dans la rivière, retiré du camion et on tente de la réanimer. Il a pris note des blessures à son visage et nous a dit qu'elle avait subi ce qu'on appelle la fracture du pendu, les vertèbres C1 et C2 situées à la base du crâne. L'expression est ancienne et date de l'époque de la peine capitale par pendaison. Lorsque les corps tombaient, la force d'impact brisait ces mêmes 2 vertèbres. Alors, il me dit qu'ils ont mis tout en œuvre pour comprendre ce qui, dans les circonstances, a pu causer cette fracture. Après l'autopsie, la dépouille est ramenée à la maison funéraire Barkers à Carlton Place pour l'incinération. On en profite pour effectuer des prélèvements sous les ongles de la victime. On prélève généralement les raclures sous les ongles lorsqu'on veut déterminer si elle tentait de se défendre par tous les moyens, et entre autres en égratignant son agresseur, et ainsi recueillir des cellules de la peau ou d'ADN sous ses ongles. Effectivement, dans ce cas-ci, on nous a fourni une photo de M. Gary Samuels montrant clairement des égratignures du côté droit de son visage, possiblement faites par des ongles. Quelqu'un l'a égratigné. Le véhicule de Gary Samuels est remorqué pour examen. C'est l'agent Dan McIver qui est chargé de l'expertise sur la camionnette Ford. L'agent McIver doit d'abord déterminer si les systèmes du véhicule fonctionnent normalement. J'ai obtenu du ministère des Transports de l'Ontario qu'un de leurs mécaniciens vienne inspecter le véhicule pour vérifier les freins et le dessous du véhicule afin d'avoir la certitude que tout était en ordre et fonctionnait normalement. McIver procède aussi à un inventaire minutieux du véhicule, notant au passage le moindre détail. Il commence par l'intérieur de la camionnette. Je prends des photos et enregistre tout dommage observé en termes d'égratignures, bosselures, pare-brise endommagés. J'ai aussi examiné l'intérieur du véhicule pour constater les réglages, si on avait mis le contact, si le véhicule était à l'arrêt, s'il était en marche arrière, des choses comme ça. Alors qu'il procède à l'examen extérieur du véhicule, il remarque une défectuosité passée inaperçue jusque-là. J'ai aussi examiné le réservoir à essence. En examinant le bouchon du réservoir, j'ai remarqué qu'il ne semblait pas bien placé et en regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il n'était pas de la bonne taille. J'en suis arrivé à la conclusion que la dernière fois qu'on avait placé le bouchon sur le réservoir, il avait été mal fermé. En fait, le réservoir était resté ouvert, de sorte que l'essence pouvait s'en écouler si le véhicule était retourné à l'envers. L'agent McIver apprend alors que la présence d'essence avait été remarquée sur les vêtements du conducteur de la camionnette le soir de l'accident. L'enquête a pris une nouvelle tournure quand on m'a informé que les vêtements de M. Samuels étaient saturés d'essence. L'odeur était tellement forte à l'hôpital qu'on avait dû envelopper ces vêtements. En examinant les faits et les témoignages recueillis, l'agent McDonald s'interroge sur la véracité du témoignage de Samuels par rapport au temps qu'il affirme avoir passé dans l'eau.
Jim Birch était transi de froid et mouillé pendant 3 minutes à peu près avant qu'il ne s'effondre. Et au fur et à mesure que l'enquête avançait, l'idée que Gary Samuels ait pu être dans cette même eau glacée entre 60 et 90 minutes et être capable d'accomplir un tas de choses. Et à cet effet, nous avions 2 témoins sur les lieux et le personnel infirmier de l'hôpital, situé à 8 ou 9 coins de rue de la scène, le décrivant comme pouvant parler, bouger, etc. Ça n'avait vraiment rien en commun avec l'expérience de Jim Birch. Pour répondre à ces questions, MacDonald fait appel au Dr Geisbrecht de l'Université du Manitoba, un spécialiste en hypothermie. Nous avons communiqué avec le Dr Geisbrecht qui nous a dit « Nous pouvons recréer la scène pour vous, mais en ayant la personne appelée à le faire sous étroite surveillance. » Ils ont construit un grand réservoir d'environ 3 mètres sur 2,5 à hauteur de poitrine, puis ils l'ont rempli d'eau et de glace. À 2 jours de l'échéance fixée pour prouver que ce cas est de nature criminelle, l'agent Jim Birch reçoit un appel surprenant. J'ai reçu un appel téléphonique de Kevin Lantier, le fils biologique de Barb, et il m'a dit qu'il avait trouvé une mallette dans un placard et que cette mallette était pleine de cartes de crédit et de polices d'assurance. Il y avait une note manuscrite sur le dessus de la pile de police d'assurance. On pouvait lire « Si Barb et moi disparaissons, il y a 2,2 millions. » MacDonald et Birch remettent leur rapport. Ils y émettent l'hypothèse d'un meurtre maquillé en accident de la route et en noyade, motivé par une importante fraude d'assurance. L'expérience d'hypothermie du professeur de l'Université du Manitoba va-t-elle démontrer que Samuels a menti quant à la durée de son immersion dans l'eau glacée? Le fait d'acheter plusieurs polices d'assurance peut-il à lui seul prouver que Samuels planifiait de tuer son épouse et toucher l'argent? En novembre 1994, Barbara Lantier meurt dans un accident de la route, tandis que son conjoint, Gary Samuels, survit. L'enquêteur en chef a des doutes quant à la version des faits de Samuels. Les enquêteurs apprennent par la suite que Samuels a acheté plusieurs polices d'assurance-vie, totalisant plus de 2 millions de dollars sur la vie de sa conjointe. Dave MacDonald analyse les polices d'assurance et constate une effarante similitude entre elles. Il ne s'agit pas seulement d'assurance vie, mais d'assurance accident, d'assurance hypothèque. En tout cas, je crois qu'il y avait 27 polices. À l'époque, en 1994, le standard était de 150 000 $. Au décès d'une personne ayant une police de ce montant ou moins, tout ce que la compagnie d'assurance exigeait pour verser l'indemnité était l'avis de décès ayant paru dans le journal et le certificat de décès du médecin légiste. Sur présentation de ces 2 pièces, on vous payait 150 000 $, sans autre justification. Bien, Gary Samuels a acheté police après police de 150 000 $ ou moins de différentes compagnies. Afin d'augmenter les ressources allouées à l'enquête, la police municipale de Carleton Place demande et reçoit l'aide de la police provinciale de l'Ontario. Il est aussi décidé que Jim Birch ne travaillera plus à l'enquête à cause de ses liens d'amitié avec Gary Samuels. Le technicien en identité judiciaire Dan McIver est intrigué par le fait que les vêtements du suspect étaient imbibés d'essence. Il crée donc une expérience pour mieux comprendre ce phénomène. M. Samuels avait déclaré avoir été dans la camionnette pour 1h30 et ses vêtements dégageaient une forte odeur d'essence, alors que les vêtements de Mme Lantier ne présentaient ni trace ni odeur d'essence. Donc, un essai qu'on voulait faire était de tenter d'établir combien de temps il faudrait pour que le réservoir d'essence se vide, alors que la camionnette est à l'envers et l'ouverture du réservoir juste sous le niveau de l'eau. Alors, nous avons fait l'expérience de laisser le réservoir se vider de l'essence. Il a fallu environ 6 minutes pour que le réservoir se vide complètement.
De fait, le réservoir est situé du côté du conducteur sur le véhicule de M. Samuels, ce qui porte à croire qu'il est sorti de son véhicule. Et il a déclaré être sorti par la fenêtre du côté du conducteur, je crois. Donc, il faut qu'il soit sorti de la camionnette dans les 6 à 8 minutes pendant lesquelles le réservoir d'essence se vidait et non 1h30 plus tard. Les enquêteurs retracent aussi un voisin qui a aperçu Gary Samuels chez lui le soir de l'accident. Un voisin les a vus à 19h30. Il a pu préciser l'heure grâce à une émission de télévision. Il a regardé l'émission jusqu'à 19h30, puis il est monté dans son camion 8 maisons plus loin et est passé devant leur maison. Il a vu la camionnette de Gary, il a même pu nous dire comment elle était garée, que le moteur était en marche et les phares allumés. Gary allait du camion vers la maison. Jim a été très clair. Il a été tout aussi précis par rapport à l'heure. Alors, je ne crois pas que Gary soit allé directement du Clip Joint à la rivière. Je crois qu'il est retourné à leur résidence de Lakeshore Drive. Le témoignage de ce voisin fait donc poindre la théorie à l'effet que Samuels aurait assassiné son épouse à leur domicile. Les enquêteurs croient que Samuels a amené Barbara à la maison afin qu'elle se prépare pour un souper avec des amis. Alors qu'elle entrait dans la maison, Samuels l'aurait violemment attaquée et lui aurait maintenu la tête sous l'eau dans le spa jusqu'à ce qu'elle se noie. Ceci expliquerait les ecchymoses qu'elle avait à la tête, au visage et à l'aine. Samuels aurait pu ensuite placer le corps de Barbara dans la camionnette, se rendre au pont et créer la mise en scène de l'accident. Les enquêteurs reçoivent les résultats de l'expérience d'hypothermie du Dr Geisbrecht. Une personne devient hypothermique lorsque la température de son corps tombe sous la barre des 35 Celsius. La température normale est de 37 Celsius. En état d'hypothermie modérée, on n'a passablement de difficultés à marcher et à parler. Le corps est secoué de frissons incontrôlables et les extrémités, doigts et orteils, deviennent bleus. À 30 Celsius, les organes vitaux cessent de fonctionner et la mort survient. Perry a de plus en plus froid et lorsqu'il arrive vers la fin des 90 minutes, il tremble. Je n'ai jamais rien vu de tel. Le corps de Perry est violemment secoué de tremblements convulsifs. On lui pose des questions pour voir s'il peut parler et il répond par un mot ou deux. Puis, son corps tout entier est à nouveau secoué par des spasmes et des tremblements convulsifs. Nous avons comparé la capacité de Perry à celle de Gary Samuels, qui avait pu s'entretenir avec les infirmières, fournir une déclaration à Jim Birch, réclamait des aspirines, se plaignait de maux de tête et, à mon avis, il est clair que Gary Samuels n'a pas passé 90 minutes submergé dans l'eau à 4 Celsius. Il est impossible qu'il ait été dans l'eau si longtemps. Est-ce que l'expérience du Dr Geisbrecht fournit une preuve suffisante pour convaincre un jury? Si Samuels n'était pas dans l'eau pendant 90 minutes, était-il chez lui en train de tuer son épouse? En novembre 1994, la mort accidentelle de Barbara Lantier devient une enquête criminelle. Une expérience en hypothermie détermine qu'il est quasi impossible que Samuels ait été 90 minutes dans les eaux glacées de la rivière Mississippi. Un voisin relate avoir aperçu Samuels et son véhicule chez lui au moment où le suspect affirme être prisonnier de sa camionnette dans la rivière. Cette nouvelle information amène les enquêteurs à fouiller le domicile de Samuels. Nous étions aussi intéressés par les produits chimiques qui se trouvaient dans la maison parce qu'ils ont un spa. Et nous, une de nos hypothèses était que peut-être qu'elle était morte dans le spa. Alors on voulait ces produits pour les comparer avec certains des prélèvements effectués sur Mme Lantier lors de l'autopsie. J'avais prélevé un échantillon de l'eau restant au fond du spa. J'avais aussi remarqué des taches brunâtres dans la salle du spa.
J'ai vérifié toutes ces tâches avec un bâtonnet appelé hémastic, lequel change de couleur si c'est du sang, et j'ai obtenu des résultats négatifs. Suite à la fouille infructueuse au domicile de Samuels, les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition au bureau de son avocat en matière civile. Nous avons découvert des choses très intéressantes. Pour une, nous avons trouvé son permis de vente d'assurance vie de la province d'Ontario. Il était accrédité comme vendeur d'assurance, alors il en connaissait tous les secrets. Il savait exactement comment les acheter sans éveiller de soupçons pour qu'il n'y ait pas d'enquête. Et il savait aussi, comme nous l'avons découvert, qu'il n'y a pas de bureau d'enregistrement des assurances en Ontario. Je ne puis téléphoner et demander « Pouvez-vous vérifier Gary Samuels ?» et me dire combien d'assurance-vie il possède et avec quelle compagnie. Il n'y avait pas de banque de données, pas de registre. Et les enquêteurs découvrent comment il payait pour ses 27 polices d'assurance. Il s'est procuré plusieurs cartes de crédit et les primes mensuelles étaient portées directement à l'une ou l'autre de ces cartes. Il a pris de l'assurance vie sur sa vie et celle de son épouse sur chaque carte de crédit. Il ne se souciait pas de la croissance de cette dette parce qu'il n'aurait pas à la payer. Aussitôt après la mort accidentelle de Barb Lantier, ses primes allaient se volatiliser parce que chaque carte de crédit comporte une assurance sur sa vie. Et les compagnies de cartes de crédit ne posent pas de questions. Peu importe comment tu meurs, si tu es mort, ils paient le solde. C'est incroyable, je n'avais jamais rien vu de tel. Dave McDonald découvre que Samuels avait acheté plusieurs assurances voyage. Il poursuit cette nouvelle piste. J'y suis allé. J'ai dit « Bonjour, je suis Dave McDonald du service de police. J'aimerais vous parler de Gary Samuels. Je sais qu'il a fait affaire avec vous et j'aimerais vous en parler. » Je me suis tout de suite aperçu que quelque chose n'allait pas. Elle est devenue toute pâle en me regardant. Elle était au bord des larmes. Elle m'a dit « Je savais que vous alliez venir. Mon mari me l'avait dit. » 15 heures, le 10 novembre 1994. L'agent de voyage reçoit un appel anonyme. C'est un homme, et il dit à l'agent, « Je veux confirmer que si j'achète cette assurance, et pendant que je conduis ma voiture dans la province d'Ontario, il y a un accident et le bénéficiaire de cette police décède, est-ce que tu reçois tes 150 000 $ si tu meurs dans ta voiture dans la province d'Ontario? » Et l'agent de voyage répond, « Je ne crois pas. » 2 heures plus tard, Gary Samuels se présente au bureau. Il dit à la gérante, « Oh, vous reconnaissez ma voix? C'est moi qui ai téléphoné plus tôt. Alors voyons, quelqu'un meurt en voiture dans la province, mais ils achètent l'assurance pour aller hors de la province. Ils touchent quand même l'assurance, n'est-ce pas? » Oui, je crois que vous avez raison. Merci beaucoup. Et le soir même, à 21 h, elle était morte dans son véhicule dans la province d'Ontario. Avec le témoignage de l'agent de voyage, les policiers pourront-ils faire la preuve d'un meurtre prémédité et de sang-froid? Pourront-ils maintenant procéder à l'arrestation de Gary Samuels pour le meurtre de son épouse? Un accident mortel devient une enquête pour meurtre, quand les enquêteurs découvrent que l'époux de la victime touchera plus de 2 millions de dollars en bénéfice d'assurance vie. L'enquête met en lumière une fraude de grande envergure par le truchement d'achats de polices d'assurance, y compris de l'assurance voyage achetée la veille du décès de la victime. Le 6 juin 1996, 18 mois après la mort de Barbara Lantier, Gary Samuels est arrêté et formellement inculpé de meurtre au premier degré. Pendant l'enquête préliminaire, les enquêteurs décident de réexaminer la cause du décès. Ils demandent une seconde opinion au docteur Chiasson, médecin légiste en chef pour la province de l'Ontario.
Nous avons fait une révision complète des résultats de l'autopsie et un examen attentif des radiographies a révélé qu'il n'y avait pas eu de fracture à C1 et C2. C'était une fausse piste. McDonald demande l'opinion du Dr Chiasson sur les nombreuses ecchymoses observées sur le corps de la victime. Son opinion d'expert, basée sur l'étude du dossier, l'amène à éliminer la noyade comme cause de décès. En conclusion, le Dr Wickenbach, tout comme le Dr Chiasson, exclut complètement la possibilité d'une simple noyade. Le Dr Chiasson a insisté sur l'ampleur des blessures à la tête, au visage ainsi qu'aux os constatées sur Barbe Lantier et, à son avis, ces blessures ne concordent pas avec la version des faits donnée par Gary Samuels. L'opinion du Dr Chiasson laisse croire qu'elle était déjà morte lorsque l'accident est survenu. Lors de l'enquête préliminaire, la couronne fait valoir que le camion de Samuels allait trop lentement pour qu'il y ait eu un véritable accident. La défense déclare qu'une telle affirmation est irrecevable, car aucune mesure a été prise sur les lieux. Une chose que nous n'avons pas fait ce soir-là, parce que c'était une opération de sauvetage, non une enquête, c'est de mesurer la distance entre le camion et la rive, parce que ce qui importait le plus, c'était de sauver cette vie. Dave McDonald contacte Cy Kelly, un homme ayant travaillé pour les armées britanniques et américaines. Il se spécialise dans la rectification de photos prises à main levée et peut aider à recréer ces photos afin de permettre la prise de mesures. Il s'est procuré une photographie du camion de Gary Samuels dans la rivière, par choc dans le sens du courant, et il a placé un acétate par-dessus. Il a gratté le pare-choc ainsi que divers points dans l'escarpement demeurés inchangés. M. Kelly construit un appareil à sténopée de la même longueur focale que la caméra ayant pris la photo originale. Il fait un trou à une extrémité de la boîte et positionne l'acétate à l'autre bout. La prochaine étape consiste à recréer la photo prise lors de l'événement. Nous avons demandé à Jeff McGuire, le rédacteur du journal, de revenir avec son appareil 55 mm. Nous lui avons montré la photo et lui avons demandé où il se tenait quand il a pris la photo. J'étais juste au bout du garde-fou. M. Kelly installe l'appareil à sténopée à hauteur des yeux du photographe. Voici comment ça se passe. On regarde par le petit trou à l'arrière de la boîte 55 mm et à travers l'acétate qui a été attaché à l'avant, on voit les grattages faits sur les parois de l'escarpement et on peut alors les enligner précisément avec ces parties qui n'ont pas bougé ou changé depuis 4 ans. En regardant la scène à travers l'acétate marqué au préalable, Kelly peut voir exactement où le camion de Samuels se situait dans la rivière. Nous avons pris le pare-choc avant du camion, envoyé les plongeurs dans l'eau. La première chose qu'il a demandé a été de mettre le pare-choc à l'envers. Puis, il leur a demandé de le relever de 15 cm, d'avancer, d'arrêter, de reculer, d'abaisser ce rebord, d'arrêter. Une fois terminé, j'ai regardé par le petit trou et, ma foi, le pare-choc gratté se trouvait exactement par-dessus le vrai pare-choc. Puis il a dit « Prenez les mesures à partir de là ». On a pris les mesures à partir du rebord du pare-choc jusqu'à l'escarpement. 2,9 mètres. On savait maintenant exactement où se trouvait le camion ce soir-là. Avec ces mesures, la couronne peut maintenant fournir une estimation précise de la vitesse à laquelle le camion se déplaçait lorsqu'il est entré dans l'eau. L'enquête préliminaire s'étale sur presque 2 ans, de 1997 à la fin de 1998. Le procès débute finalement le 9 avril 2001, près de 7 ans après les événements. Au terme de 8 semaines, le procès se conclut par la condamnation de Gary Samuels. Franchement, ce meurtre fut l'un des mieux planifiés, des mieux conçus au plan financier, dont j'ai jamais entendu parler. C'est sa cupidité et un juge a dit, le juge Roy a dit ceci au premier procès, c'est sa cupidité qui l'a trahi. La sentence de prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans est à peine prononcée que déjà les avocats de Samuels s'activent en vue d'en appeler du jugement. L'appel de Gary Samuels est entendu et son deuxième procès débute 13 ans après la mort de Barbara. Le second procès dure 3 mois et le verdict demeure inchangé.
Gary Samuels reste à la prison de Kingston où il meurt d'un cancer en 2010. La communauté de Carlton Place a depuis retrouvé sa tranquillité. Mais elle n'a pas oublié le meurtre de Barbara Lantier dans les eaux glacées de la rivière Mississippi. Un crime d'une cupidité sans nom, commis de sang-froid, qui serait resté impuni sans la persistance et la ténacité de l'enquêteur principal.